Oui. OK, parfait. Donc, merci tout le monde d'être là aujourd'hui. Donc, c'est ça, comme Joanie a mentionné, je vais vous présenter les quelques premiers chapitres de ma thèse de maîtrise qui portent comme titre provisoire Représentation de la diversité et pratiques pédagogiques mises en place dans des classes d'art visuel au Nouveau-Brunswick francophone. Donc, pendant la présentation, je vais vous présenter la problématique, le cadre de référence, la méthodologie qu'on a choisi de suivre, puis quelques analyses préliminaires que je préfère appeler juste observation générale, juste parce que je ne suis pas encore rendue très loin dans l'analyse des données, donc c'est plus des observations que j'ai faites jusqu'à date. Donc, d'abord pour la problématique. Donc, notre projet de thèse prend ses origines à la suite d'une expérience de stage dans une école secondaire en milieu rural au sud-est de la province. Donc, dans cette école-là, j'ai constaté que les élèves ayant des besoins particuliers étaient souvent mis dans une salle à part pendant les heures de classe, sauf pour quelques cours qui étaient plus axés vers les apprentissages pratiques, comme les cours d'art visuel ou les cours de musique. Par contre, on plaçait souvent ces élèves-là dans ces cours-là sous le prétexte qu'ils y étaient pour socialiser avec les autres. Donc, on ne faisait pas nécessairement de l'apprentissage avec ces élèves-là, ils étaient seulement là pour socialiser avec les autres. Donc, initialement, moi, je voulais comprendre quel effet cette pratique-là de placer ces élèves-là sous le prétexte de socialiser, donc, quel effet cette pratique-là avait sur le vécu des apprenants en salle de classe. Donc, je m'intéressais surtout au contexte de la salle de classe d'art visuel, étant donné que c'est une matière qui est dite de s'ouvrir davantage à la diversité dans ses approches pédagogiques. Donc, c'est-à-dire que c'est une matière qui est vraiment axée vers l'exploration et la découverte. Donc, on cherche vraiment la divergence puis le regard personnel pendant le processus créatif. Donc, ce sont tous des aspects des apprentissages plastiques qui peuvent être quand même assez personnels pour l'élève. Donc, ça fait partie de qui on est, nos émotions, notre façon de s'exprimer, que ce soit dans les œuvres d'art qu'on va créer ou dans l'appréciation esthétique. Donc, tout ce questionnement-là par rapport à le bien-être de l'élève dans la salle de classe et l'importance du bien-être, de son inclusion, de la valorisation de sa diversité au sein de la classe d'art visuel, m'apporte à poser ma question de départ qui est: qu'est-ce qui influence les choix des pratiques pédagogiques chez les enseignantes et les enseignants d'art visuel en milieu scolaire francophone néo-brunswickois? Donc, pour être en mesure de répondre un peu à ma question de départ, je devais aller explorer les différents composants de notre contexte d'étude. Donc, ce qui est le portrait démographique du Nouveau-Brunswick et le portrait du milieu scolaire provincial. Donc, d'abord, pour le portrait démographique du Nouveau-Brunswick, on sait que la population néo-brunswickoise est répandue vers à la fois des milieux urbains et des milieux ruraux. Donc, les milieux urbains, on parle ici des grands centres urbains comme Moncton, Fredericton, Saint-Jean. Puis ces centres-là, lors des dernières années, on constate une croissance au niveau de la population. Donc, il y a un mouvement de population vers ces centres-là, souvent liés soit des raisons sociales, économiques, que ce soit pour l'éducation, pour le travail, etc. Donc, cette croissance-là vers les régions urbaines peuvent être liées soit à la migration infra-provinciale, donc à l'intérieur de la province, interprovinciale, donc entre provinces, ou internationale. Donc, tout ce mouvement-là vers les centres urbains fait en sorte que ces régions-là sont souvent populées par des gens qui parlent différentes langues, qui proviennent de différentes cultures, des choses comme ça. Si on regarde de l'autre côté dans les régions rurales, donc les régions qui se trouvent à l'extérieur des grands centres urbains, dans ces régions-là, on va surtout trouver des populations autochtones et des populations francophones en situation minoritaire. Francophones surtout au nord de la province. On retrouve surtout ces populations-là dans les régions rurales, étant donné que statistiquement, ils ont souvent tendance à avoir un niveau de scolarité un peu plus bas. De ce fait, ils vont faire appel à des emplois saisonniers, donc comme la pêche, qui se trouve surtout dans les régions côtières, dans les milieux ruraux. Donc, on constate que le portrait démographique de la province est quand même assez varié. Donc, le milieu scolaire provincial, étant un système public, se doit de tenir compte de ce portrait-là.
Donc, lors des dernières années, on a vu deux grandes transformations au sein du système pour justement tenir compte du portrait démographique dans la province. Donc, d'un côté, on a une transformation au niveau de la langue. Donc, on sait que la province du Nouveau-Brunswick est quand même ou la seule province qui est officiellement bilingue. Donc, après la mise en place de la loi 88 qui reconnaît l'égalité des anglophones et des francophones, le milieu scolaire a lui aussi tenu compte de ça, puis a créé deux secteurs scolaires distincts, donc le secteur scolaire anglophone et francophone, pour justement tenir compte de cette dualité linguistique-là. Donc, c'était un premier pas vers l'avant pour tenir compte de la diversité qui existe dans la province. Évidemment, on avait encore du chemin à faire. Donc, la deuxième grande transformation, c'est au niveau de l'inclusion. Donc, on sait que le Nouveau-Brunswick est une des premières provinces canadiennes à mettre en place des politiques en matière d'inclusion. On est même reconnu à l'international pour nos avancées en matière d'inclusion scolaire. Une des premières lois qui était mise en place dans la province pour assurer un milieu plus inclusif, c'est le projet de loi 85 qui modifie la loi scolaire. Donc, cette loi-là dicte que tous les élèves ont droit de participer à la vie scolaire et communautaire sans risque de discrimination. Par la suite, on a eu d'autres rapports de recherche qui ont été menés. Donc, un rapport a été mené en 2004 et un deuxième rapport en 2010. Donc, ces rapports-là, qui ont été demandés de la part du ministère, avaient pour but de dresser un portrait pour savoir où est-ce que le système scolaire est rendu en matière d'inclusion. Donc, celui de 2004 voulait essayer de dresser un portrait des pratiques inclusives mises en place depuis la loi 85, donc depuis une des premières lois. Puis le deuxième rapport, en 2010, avait pour but de dresser un portrait du cheminement qui avait été fait depuis le dernier rapport. Donc, juste pour donner un portrait plus mis à jour des différents défis puis des améliorations qu'il y aurait à faire au sein du système en matière d'inclusion scolaire. À la suite de ce deuxième rapport-là, certaines recommandations ont été faites pour justement améliorer les défis qui avaient été soulevés dans le rapport. Donc, une des recommandations était la mise en place d'une politique en matière d'inclusion scolaire. Donc, ce qui nous amène à la mise en place de la politique 322 qu'on connaît aujourd'hui sur l'inclusion scolaire. Donc, cette politique-là a été mise en place dans les systèmes scolaires pour justement établir certaines lignes directrices pour assurer un milieu inclusif. Donc, on peut voir que le milieu scolaire a quand même vécu plusieurs avancées. Donc, on a vu du progrès par rapport à des recherches qui ont été menées, par rapport à des lois, par rapport à des politiques, tout ça. Mais même avec tous ces avancées-là, on constate qu'il y a encore des améliorations à faire. Donc, il y a encore des barrières à surmonter pour assurer un milieu scolaire qui est davantage inclusif. Ce qui nous amène à notre énoncé préliminaire du problème. Donc, on sait que la personne enseignante occupe une place qui est très centrale dans la situation d'inclusion. Donc, c'est-à-dire que c'est la personne enseignante qui détermine les pratiques pédagogiques qui vont être mises en place dans la salle de classe et si ces pratiques-là sont au service de l'inclusion et valorisent la diversité. Donc, nous, on se demande qu'est-ce qui arrive si la personne enseignante qui occupe cette place centrale-là, qu'est-ce qui arrive si elle a une attitude négative envers l'inclusion scolaire ou envers la diversité? Donc, dans un cas comme ça pourrait influencer l'importance qu'on va accorder à des pratiques pédagogiques qui, justement, valorisent l'inclusion, valorisent la diversité. Donc, lorsqu'on aurait une attitude négative envers l'inclusion scolaire ou la diversité, ça pourrait créer un rejet et une barrière qui devient donc un obstacle à l'inclusion de tout. Donc, nous, notre but, c'est vraiment d'essayer de mieux comprendre les barrières qui influencent justement la mise en place de pratiques inclusives chez les enseignantes et les enseignants d'art visuel du Nouveau-Brunswick francophone. Donc, pour atteindre ce but-là, on s'appuie sur un cadre de référence. Donc, on a été recenser différents auteurs qui explorent différents facteurs qui peuvent influencer justement la mise en place de pratiques inclusives, que l'on peut aussi nommer barrières à l'inclusion scolaire. Donc, les différents facteurs qui ont été soulevés, on les a divisés en 3 types de barrières, si on veut. Donc, on a les barrières institutionnelles, les barrières professionnelles, les barrières personnelles.
Donc, pour ce qui est des barrières institutionnelles, ici, on parle surtout de n'importe quelle mesure qui sont en lien avec le système en tant qu'institution. Donc, on peut parler de certaines lois, politiques, exigences imposées ou quoi que ce soit qui va venir influencer les pratiques pédagogiques qui sont mises en place en salle de classe. Donc, par exemple, les tests du ministère. Donc, ce sont une exigence, donc c'est quelque chose qui est imposé aux enseignants, puis ça pourrait venir influencer les pratiques pédagogiques qu'elles vont mettre en place, étant donné qu'elles veulent préparer les élèves à ces tests standardisés-là. Dans les barrières institutionnelles, on peut aussi parler des ressources qui sont disponibles pour faciliter l'inclusion. Donc, que ce soit des ressources humaines ou des ressources financières. Donc, ressources financières, par exemple, pour améliorer la structure ou l'environnement physique dans le milieu scolaire pour assurer que ce soit inclusif. Par la suite, on a les barrières professionnelles. Donc, les barrières professionnelles, ce sont n'importe quelles barrières qui sont liées à la profession enseignante comme telle. Donc, par exemple, ici, on pourrait parler de si une enseignante avait eu une formation initiale qui était lacunaire, ça pourrait peut-être influencer les pratiques pédagogiques qu'elle va mettre en place en salle de classe. Puis finalement, on a les barrières personnelles. Donc, les barrières personnelles, ce sont n'importe quelles barrières qui découlent de l'individu comme tel. Donc, étant donné que ce sont des barrières qui découlent de la personne, ce sont des barrières qui sont les moins comprises puis les plus difficiles à rectifier. Donc, ici, on parle surtout des représentations de la diversité. Donc, par représentation, on veut surtout dire la vision de la réalité ou le regroupement de nos croyances, de nos connaissances, de nos attitudes, toutes ces choses-là qui vont venir influencer les pratiques qui sont mises en place. Et si elles valorisent l'inclusion et la diversité. Donc, par exemple, si on avait une représentation de la diversité qui était plus positive, on aurait peut-être plus tendance à mettre en place des pratiques qui, justement, tiennent compte de cette différence-là, étant donné que ça fait partie de nos croyances, de nos attitudes, etc. Donc, nous sommes davantage intéressés aux barrières qui sont liées aux représentations de la diversité ou aux barrières personnelles, étant donné que celles-ci sont vraiment à la base des attitudes négatives face à l'inclusion. Donc, comme on a vu, étant donné que la personne enseignante est très centrale dans la situation d'inclusion scolaire, nous sommes d'avis que les barrières personnelles ou les représentations seraient vraiment à la base de la mise en place de ces pratiques pédagogiques-là. Donc, pour essayer de mieux comprendre les représentations de la diversité, puis leur effet respectif sur les pratiques pédagogiques qui vont être mises en place en salle de classe, on a choisi de s'appuyer sur un cadre conceptuel qui définit justement 3 représentations de la diversité, puis leurs effets sur les pratiques pédagogiques qui vont être mises en place. Donc, on s'appuie sur le cadre conceptuel qui a été développé au sein du Réverbère. Donc, le Réverbère, c'est le réseau de recherche et de valorisation de la recherche sur le bien-être et la réussite. Donc, c'est un réseau qui est pan-canadien, qui regroupe des professeurs, des chercheurs, des gens qui œuvrent sur le terrain, que ce soit en milieu scolaire ou communautaire. Donc, le Réverbère a pour but de créer des outils et des ressources qui vont venir aider ces gens-là sur le terrain à mettre en place des pratiques davantage inclusives. Donc, ce sont des outils et des ressources qui sont libres d'accès, qui ont vraiment pour but d'aider les gens sur le terrain à assurer que leur milieu ou leur pratique soit davantage inclusive. Donc, pour développer ces outils puis ces ressources-là, le réseau s'est doté d'un cadre conceptuel qui constitue un continuum sur lequel on retrouve 3 représentations de la diversité. Donc, on a la représentation de la diversité en tant que phénomène individuel, la représentation de la diversité en tant que phénomène contextuel et la représentation de la diversité en tant que phénomène social. Donc, d'abord, pour ce qui est de la représentation de la diversité en tant que phénomène individuel, ici, on parle d'une représentation de la diversité où est-ce que l'élève est perçu comme étant seul dans sa différence. Donc, c'est-à-dire qu'on perçoit la différence de l'élève comme étant une caractéristique qui est incontournable chez l'individu. Donc, ici, j'aime utiliser l'exemple de la boîte. Disons qu'on avait une boîte qui représente la classe, par exemple, ou la norme qu'on doit atteindre. Lorsqu'on a une représentation de la diversité qui est individuelle,
l'élève qui est différent est à l'extérieur de la boîte et c'est à cet élève-là de changer qui il est, de changer sa différence pour pouvoir entrer dans cette norme-là, entrer dans notre boîte ou dans la classe, par exemple. La représentation de la diversité en tant que phénomène contextuel, ici, on parle plutôt d'une représentation qui pose un regard contextualisé. Donc, c'est-à-dire que l'élève est seulement perçu comme étant différent selon l'organisation du milieu scolaire ou la situation d'enseignement-apprentissage. Donc, ici, si on utilise encore l'exemple de la boîte qui est notre norme ou notre classe, lorsqu'on a une représentation contextuelle, l'élève est encore à l'extérieur de cette norme-là, mais cette fois-ci, on va l'aider à rentrer dans la norme. Donc, on va l'aider à atteindre que ce soit la norme qui est prescrite par les programmes d'études, que ce soit la note de passage ou quoi que ce soit. L'élève, on va l'aider à rentrer dans cette norme-là. Donc, on va lui offrir les outils et les ressources nécessaires pour qu'il puisse entrer dans cette norme-là qui est prescrite. Finalement, on a la représentation de la diversité en tant que phénomène social. Donc, cette représentation-là, c'est dans celle-là que le réseau s'inscrit. Donc, tous les outils puis les ressources que le Réverbère crée a pour but d'atteindre cette représentation-là de la diversité. Donc, ici, dans la représentation de la diversité sociale, on dit plutôt que le problème, c'est pas l'individu et sa différence, mais c'est plutôt la société et sa façon de percevoir la différence. Donc, on dit plutôt que le problème découle pas de l'individu, ça découle de la société et son manque de flexibilité. Donc, lorsqu'on a une représentation sociale de la diversité, on aura tendance à mettre en place des pratiques qui reconnaissent et valorisent l'hétérogénéité qui existe dans la salle de classe. Donc, ce qui nous amène à notre énoncé du problème. Donc, comme on a vu, pour atteindre la philosophie de l'inclusion, donc c'est-à-dire pour assurer que chaque élève se sente valorisé, confiant et en sécurité, qu'il puisse apprendre avec ses pairs dans un milieu d'apprentissage commun, puis réaliser son plein potentiel. Donc, pour atteindre cette visée-là, la province a mis en place différentes politiques, différentes lois, a fait différentes recherches, tout ça, pour essayer ou pour prôner l'inclusion de tout. Par contre, malgré l'établissement de ces lois et de ces politiques inclusives-là, on constate que la mise en place de pratiques qui tiennent compte de la diversité s'avère toujours un défi au milieu éducatif. Donc, il y a encore des barrières à surmonter pour assurer qu'on tient compte de la diversité qui existe au sein du système. Donc, notre nécessité de mieux comprendre justement ces barrières-là qui existent toujours en contexte scolaire inclusif nous mène à nous poser deux questions de recherche. Donc, une, quelles sont les représentations de la diversité chez des enseignants d'art visuel dans le contexte scolaire inclusif du Nouveau-Brunswick? Puis, quelles pratiques pédagogiques met-elle en place? Donc, pour répondre à nos questions, on a identifié certains objectifs spécifiques qui nous permettaient justement de mieux guider ou de mieux construire notre guide d'entretien pour répondre à nos questions. Donc, on veut essayer de mieux comprendre quelles représentations les enseignants d'art de notre recherche se font de la diversité, puis mieux comprendre quelles pratiques pédagogiques elles mettent en place pour mieux répondre aux besoins diversifiés des élèves. Donc, ce qui nous amène à la méthodologie. Donc, pour ce qui est du positionnement épistémologique, donc on a opté pour un positionnement épistémologique qui situe davantage un courant interprétatif. Donc, on a choisi un tel courant étant donné que ça suggère de suivre des démarches qui cherchent vraiment à établir une interprétation du phénomène qui est à l'étude en ayant un regard qui est intimement lié à l'accès privilégié à l'expérience de l'individu. Donc, c'est-à-dire que c'est un positionnement qui nous permet de mieux comprendre les réalités humaines, puis les pratiques sociales, en nous offrant une compréhension évolutive du phénomène à l'étude. Donc, on se penche vers une approche qui est qualitative interprétative selon la perspective de Karsenty et Savoie-Jacques.
Donc, une telle approche méthodologique nous semblait davantage idéale pour vraiment essayer de saisir et comprendre ces réalités-là que vivent les enseignants d'art visuel en analysant le sens qu'elles vont donner à leurs expériences. Donc, c'est une approche qui fait appel à des données qualitatives, donc des données verbales, pour justement placer l'accent sur le point de vue du sujet, puis explorer les complexités des pratiques professionnelles, puis des problématiques qui leur sont liées. Donc, étant donné notre choix d'approche méthodologique, le choix des participantes à notre recherche ne pouvait pas être aléatoire parce que la marge d'erreur aurait été trop grande. Donc, on s'appuie sur Savoie-Jacques qui suggère que l'échantillon soit justifié par un cadre théorique pour mieux guider notre interprétation des données. Donc, nous, on a justifié notre échantillon par notre cadre de référence et notre problématique. Donc, ça nous a permis d'aller chercher 8 participantes qui enseignent soit dans des milieux urbains et ruraux, dans des écoles primaires et secondaires, qui ont une formation en art visuel ou non. Donc, ça nous a permis d'aller chercher quand même un échantillon assez varié qui nous donne un bon portrait des gens qui enseignent les arts visuels dans la province. Pour ce qui est de la stratégie des collectes de données, donc on a utilisé 2 outils de collecte de données, soit le journal de bord puis l'entrevue individuelle semi-dirigée. Donc, l'utilisation de 2 outils nous a permis d'assurer une certaine validité interne. Pour ce qui est de la sollicitation des participantes, on a dû faire la sollicitation pendant 2 rondes distinctes. Donc, étant donné la situation COVID puis tout ça, c'était un peu plus difficile à avoir des participantes. Donc, on a sollicité pendant une ronde à la fin de l'année scolaire l'année dernière, donc en mi-juin. Puis, sollicité pendant une 2e ronde au début de l'année scolaire cette année, donc en septembre, pour essayer d'atteindre puis d'accommoder le plus de participants possible. Pour ce qui est de notre méthode d'analyse et de validation, étant donné qu'on s'inscrit dans une approche qualitative interprétative, on devait respecter certaines méthodes d'analyse et de validation de nos données. Donc, on a opté pour une analyse selon une logique inductive modérée. Donc, c'est-à-dire qu'on se base vraiment sur notre cadre conceptuel, donc le cadre qui a été élaboré au sein du réverbère, pour établir certaines catégories de sens de base qui nous permettent de mieux déconstruire notre verbatim. Par contre, on ne se limite pas à ces catégories de sens-là. Donc, c'est-à-dire qu'on laisse quand même les données, s'il y a des catégories qui découlent des données, on va les ajouter à notre liste, étant donné que les verbatims ajoutent une richesse à notre analyse. Puis, pour ce qui est des limites de la recherche, comme j'ai mentionné, la COVID-19 était quand même un gros facteur, donc ça a quand même ralenti certaines choses. Surtout pour les entrevues, on a dû faire par l'entremise de la plateforme Teams ou par téléphone, donc selon la préférence de la personne. Ça a aussi limité au sujet des outils qu'on pouvait utiliser. Donc, l'observation sur le terrain aurait été vraiment le fun pour pouvoir voir justement leurs interactions avec les élèves, les pratiques qu'elles mettent réellement en place en salle de classe, des choses du genre. Mais étant donné les limites avec la COVID, c'était pas possible. Il y a certains enseignants qui ont accepté de nous fournir des exemples de planification d'une leçon, ce qui nous aide à justement appuyer ce qui a été dit pendant les entretiens. Et finalement, pour ce qui est de l'analyse préliminaire, donc comme j'ai mentionné, c'est plutôt comme une observation générale, étant donné que je ne suis pas encore rendue très loin dans l'analyse des données. Mais jusqu'à date, on semble constater une représentation qui tend plutôt vers le contextuel. Donc, c'est-à-dire que leur façon de définir qu'est-ce que c'est pour eux la diversité, puis les pratiques pédagogiques qu'elles disent mettre en place, ne concordent pas nécessairement. Donc, on peut voir une ligne ou une division qui se fait entre leur façon de définir la diversité ou qu'est-ce que c'est pour eux la diversité. On voit qu'elles sont très ouvertes, elles disent qu'elles valorisent la diversité, que c'est très important, tout ça. Mais lorsqu'on leur demande comment elles tiennent compte de la diversité en salle de classe, elles font une division ou elles semblent faire une division entre
les élèves ayant des besoins particuliers, puis le reste de la classe. Donc, c'est quand même très intéressant jusqu'à date, puis j'ai très hâte de continuer mon analyse, mais jusqu'à date, c'est à peu près ça que je peux m'avancer dessus par rapport à mes observations. Puis ça, c'est mes références. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir assisté à ma présentation, puis c'est ça, si vous avez des questions ou des commentaires, je reste ici. Merci Josée, c'était super.